Michael Venom Page impressionné par le professionnalisme de l'UFC, Cub Swanson qui a signé un nouveau contrat et un point ciné avec notamment la série La Cage, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 20 novembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Tom Aspinall était le troisième homme de la soirée le week-end dernier. Il a déclaré qu'il ne voulait plus être dans cette position et qu'il a seulement commencé à se détendre au moment du co-main event. Concernant le combat entre Jones et Miocic, il reconnaît que le champion a été très bon tactiquement et techniquement. Forcément, il ajoute qu'il a quand même vu des failles dans son jeu et que Stipe n'est plus le combattant qu'il a été, le temps ayant fait son œuvre. Il est plutôt confiant quant au fait qu'il affrontera John Jones, que ce soit du côté de l'UFC qui veut vraiment ce combat, on le sait maintenant, mais même de John Jones qui d'après lui veut ce combat en réalité, car c'est un compétiteur avant tout. Affronter Pereira serait d'après lui le choix de la facilité pour le champion, et il répète ce qu'il a déjà dit, ce qui l'intéresse c'est de devenir champion incontesté, peu importe l'adversaire. D'ailleurs, il ne veut pas faire une Chandler, c'est-à-dire rester 2 ans sur le côté, pour le citer. Il sait que l'Américain étudie énormément ses adversaires, lui le fait aussi, et il ajoute quelque chose de très intéressant. Son temps moyen dans la cage est de 2 minutes, ce qui ne laisse que très peu de matière à Jones pour travailler, alors que lui, à l'opposé, a des tonnes de vidéos à sa disposition. On a demandé à Michael Venom Page ce qui avait changé pour lui depuis qu'il était combattant sous la bannière UFC. À part le fait qu'il soit un peu plus reconnu dans la rue, pas grand chose à vrai dire. Par contre, il reconnaît à la Big League un très grand professionnalisme et s'est dit aussi impressionné par le Performance Institute. Ça, le Performance Institute, ça fait mouche à chaque fois quand t'as un nouveau combattant. Il est ensuite revenu sur sa défaite face à Ian Gary en déclarant qu'à chaque fois qu'il s'est incliné, il est toujours revenu plus fort et a même fini par devenir meilleur que celui qui l'avait battu, et ça ne sera pas différent cette fois. Il a aussi laissé entendre qu'il avait fait des erreurs avant le combat et qu'il allait faire tout ce qu'il faut pour ne pas que ça se reproduise. Il laisse entendre qu'il y avait certainement quelques blessures, mais ajoute que de toute façon, aucun combattant ne monte dans l'octogone à 100% de sa forme. Il continue à travailler dur et a mis l'accent sur le grappling dernièrement. Ensuite est venue l'opportunité de combattre au Polaris face à Carlos Condit. On en avait parlé il y a quelques semaines dans l'émission, ce qui lui a permis de mettre en pratique ce qu'il avait vu à l'entraînement. Et puis comme vous le savez, pour la suite, il aimerait monter chez les poids moyens afin d'affronter Sharapudin Magomedov. Par le passé, beaucoup de ses adversaires avaient promis de le mettre KO, et pourtant, une fois face à lui, ils ont plutôt utilisé leur grappling. Il a bon espoir que les choses soient différentes face aux Russes, qui étant invaincu doit être en pleine confiance. Et puis concernant le pirate, il le décrit comme un combattant rapide et imprévisible, allant même jusqu'à dire que lui-même parfois ne doit pas savoir quelle technique il va envoyer. On va maintenant parler de Cub Swanson qui fera face à Billy Quarantillo le 15 décembre prochain. Vous savez, Swanson il fait partie de ces combattants qui ont les mains très basses, quasiment pas de garde. Il a donné quelques explications là-dessus. Premièrement, il estime que ça incite son adversaire à être offensif, et que ça lui donne des possibilités de le contrer. Et ensuite, il explique qu'à l'entraînement, lorsqu'il porte des gros gants, des gants de 16 pour ceux qui connaissent, pour le sparring, il a la main haute, les mains hautes en tout cas, il bloque les coups. Par contre, avec des gants de MMA, c'est vraiment différent. Du coup, avoir la garde basse lui permet d'avoir de bons mouvements de tête et il n'utilise ses bras que pour bloquer les coups de pied. Sinon, à 41 ans, il vient de signer un nouveau contrat de 4 combats. Il a déjà fait savoir à l'UFC qu'il n'était pas sûr de tous les faire. Il prend les combats les uns après les autres. Il nous apprend aussi qu'à la retraite, il aimerait continuer à être impliqué dans le sport, que ce soit en tant que coach ou peut-être manager. Et puis on pourrait se demander pourquoi à 41 ans continuer de combattre. Forcément, le côté financier entre toujours en compte, mais il raconte que lui a perdu son père alors qu'il était seulement bébé. On lui a souvent raconté des anecdotes à son sujet, mais comme il ne l'a pas connu, ça n'a pas la même résonance. Il voulait donc, lui, que ses enfants le voient combattre, afin que quand plus tard il leur racontera cette période de sa vie, ça évoque vraiment quelque chose pour eux.
Et puis il a fini avec un point assez intéressant. Le journaliste lui dit voilà, t'es un ancien combattant du WEC, hein, le WEC. Pour ceux qui connaissent pas, c'était un peu l'équivalent de l'UFC à l'époque, mais pour les catégories basses en termes de poids. L'UFC, c'était plutôt les catégories lourdes, puis l'UFC a fini par racheter le WEC. Les combattants WEC sont devenus combattants UFC, etc. On va pas refaire l'histoire. On lui dit est-ce que tu n'aimerais pas, quand tu affrontes un ancien gars du WEC, avoir les gants du WEC, toute cette formule-là, est-ce que ça t'intéresserait pas? Il répond que oui, que ça serait drôle, qu'en plus il y a encore beaucoup de gars de cette époque-là qui sont actifs ou qui aimeraient revenir. Et puis forcément, ça donne l'idée, pourquoi pas, d'organiser une soirée spéciale. C'est vrai que pour la nostalgie, ce serait super. Et puis pour ceux qui n'ont pas connu, bah, ce serait l'occasion de mettre le nez dedans. Ça serait même une nouveauté pour eux. Donc idée peut-être un peu folle, mais que moi je trouve plutôt intéressante. On a Randy Brown hein, qui va affronter Brian Battle à l'UFC 310 au mois de décembre. Alors lui, il a expliqué qu'à la base, il voulait affronter Prates, mais ça ne s'est pas fait, c'était une question de timing, hein. Lui ne pouvait pas trop tôt, Prates ne pouvait pas trop tard, etc. Du coup, il prend Brian Battle. Il a quand même bon espoir hein, ensuite d'affronter Prates. Moi, je pense que Prates maintenant est un petit peu devant lui au classement, mais je pense que c'est encore jouable. Après, ce qui me freine un peu, c'est que comme Prates a un coup d'avance, que les fans l'aiment beaucoup, que l'UFC l'aime beaucoup, je ne pense pas qu'ils vont lui opposer un gars qui sera derrière lui au classement. Après, si Brown met un super KO à Brian Battle, peut-être que ça va redistribuer les cartes. Dans le combat qui l'attend, il pense que Battle va lui mettre la pression, essayer de l'enfermer et à un certain moment venir le lutter. Maintenant, il est assez confiant, il pense que son style matche bien avec celui de Battle. Il estime être dur à imiter pour les sparring partners de Battle. Il dit voilà, moi j'ai un style particulier, trouver un gars qui me ressemble, c'est pas facile, donc ça va me profiter dans la cage. Et puis forcément, il espère s'imposer et puis ensuite rentrer dans le top 15. Pour l'instant, je dirais qu'il est juste aux portes. D'ailleurs, il trouve qu'il est vraiment sous-coté par les fans, par l'UFC, et ne comprend pas du tout le système de ranking. Mais ça, c'est pas le premier à le dire. Dana White travaille là-dessus. Je voudrais maintenant faire un petit point sur la série La Cage, hein. Tout le monde parle de ça, même les gens qui ne regardent pas le MMA. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler, je l'ai pas encore vu en entier. Je voulais juste vous dire voilà ce que j'en avais pensé, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils ont pris des vrais personnages, des vrais combattants, des vrais coachs, et ils les ont mis dans leur rôle à eux. GSP, c'est un ancien combattant. En plus, ils font souvent des allusions à des vraies histoires. Ils te parlent de GSP qui a affronté Bisping, ils parlent à un moment de Fernand Lopez. Même les histoires, les fausses histoires. Alors je dirais que l'histoire principale, elle a un peu tiré par les cheveux, hein. Le petit jeune qui arrive dans une salle, qui est amateur, qui met KO un mec à l'entraînement. Bon, tout ça c'est tiré par les cheveux, mais bon, c'est du cinéma, on peut pas non plus leur en vouloir. Mais par exemple, à un moment, il y a un combattant, je crois qu'il s'appelle Redouane, et il explique à son coach qu'il le quitte parce que Fernand Lopez connaît la route pour aller jusqu'à l'UFC. Et ça, franchement, c'est vrai, on l'a vu dans les dernières années, beaucoup de combattants qui ont quitté leur premier coach pour aller dans des plus grosses salles, des plus grosses structures pour accéder à l'UFC rapidement. Donc quand tu connais le sport, tu te dis bon bah c'est bien, c'est des vraies histoires, et quelqu'un qui connaît pas, ça fait quand même des belles histoires. Après, concernant les scènes de combat, c'est vrai que c'est un peu abusé parfois, mais je pense que c'est très compliqué de faire des scènes réalistes et qui passent bien à l'écran pour le cinéma. Je pense que ça, c'est assez compliqué. Et puis, il y a eu aussi une phrase à un moment que j'ai bien aimé dans le deuxième épisode. C'est le combattant, j'ai oublié son nom, qui joue le rôle du méchant. Donc on lui propose d'affronter cet amateur. Et il dit ouais, ça fait 10 ans que je m'entraîne pour taper les meilleurs, pas un amateur. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose que tu peux mettre à son crédit. Et même si le mec a le rôle du méchant dans la série, ce qu'il dit est vrai en réalité. T'as beau être le méchant, quand tu t'entraînes comme un dingue pour affronter l'élite et qu'on te dit bah non, tu vas prendre un mec qui arrive et que t'as tout à perdre dans ce combat, ça aussi, c'est une situation plutôt réelle. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, alors là, il y avait un côté un peu Cobra Kai, un peu Rocky, c'est quand le personnage principal va s'entraîner au Canada et que Georges Saint-Pierre l'emmène dans la forêt, il court dans la forêt, il le fait nager dans l'eau du lac. Bien sûr, on a déjà vu ça dans des films, mais je me souviens que Georges Saint-Pierre a dit qu'à l'époque, avec son coach Midou, hein, si je dis pas de bêtises, son premier coach, il lui faisait faire des trucs comme ça dans la piscine glacée, dans la cour de ses parents, etc. Khabib Nurmagomedov a mis des vidéos de lui, il nageait à contre-courant dans une rivière, pour le coup il y avait énormément de courant face à lui, et Georges Saint-Pierre avait réagi à l'époque en disant oui, c'est normal, c'est pour travailler son mental, ça n'a rien à voir avec le MMA, donc encore une fois c'est une scène qui passe bien à l'écran, et en plus qui résonne avec un peu de réalité. Et puis un truc que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que quand le personnage principal va combattre au KSW en main event, son coach, hein, joué par Franck Gastambide, lui dit ouais, c'est pas pour autant que je vais t'entraîner. Là, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'en France, je pense que n'importe quel coach qui est un combattant qui fait un main event au KSW va l'entraîner. Si ça avait été une salle aux États-Unis, je peux comprendre, il y aurait eu le côté chauvin des Américains. Qu'est-ce que tu vas faire dans une petite ligue européenne, etc. Bon, après, finalement, bon, c'est pas un spoil, hein, il va dans son coin pour le combat. Je vous le dis, j'ai vu que les 2 premiers épisodes pour l'instant.
je vais regarder la suite. C'était une petite parenthèse cinéma, petite parenthèse la cage, et tout de suite on retourne à l'actualité du MMA. Et dans cette actualité, on a Dominick Cruz qui annonce avoir un dernier combat en lui, il a envie de revenir, et en plus il veut un combat dur. Il veut un combat qui va le challenger, donc est-ce qu'on reverra Dominick Cruz? Je l'espère. Forcément, je l'attends pas au niveau qu'il avait avant de prendre sa première retraite. En réalité, avant d'affronter Cody Garbrandt, où là vraiment il était au top. Mais voilà, ça reste Dominick Cruz. Face à une légende comme lui, pourquoi pas? Dana White, qui est prêt à révolutionner la boxe anglaise, il l'a dit, veut aussi révolutionner le jiu-jitsu brésilien. Ça fait 1 an qu'il travaille dessus apparemment. Et c'est vrai que le jiu-jitsu, c'est un super sport, tout comme le grappling. Ça manque de lumière, ça manque d'un système de scoring clair. Tu vois, quelqu'un qui regarde du grappling, il comprend pas trop ce qu'il voit. À la limite de la lutte, tu peux comprendre, le mec met l'autre par terre, il a gagné. Je schématise, hein, bien sûr, les puristes de la lutte ne m'en voulaient pas, mais le jiu-jitsu a besoin de ça, d'un bel habillage, etc. Je pense que c'est jouable et on lui fait confiance. On a le combattant Chris Moutinho. Alors lui, il était à l'UFC, il est surtout connu pour avoir pris un combat contre Sean O'Malley en short notice. Clairement, il était venu pour se faire détruire. À l'époque, on disait oui, en plus, c'est un peintre en bâtiment la semaine. Il combat le week-end, on lui met Sean O'Malley. O'Malley l'avait battu par KO au 3e round, je crois. Bon, il en pouvait plus, il en prenait plein la tête. Beaucoup avaient dit ouais, c'est abusé, il reste que quelques secondes, l'arbitre aurait pu le laisser. Mais c'est vrai que ça devenait dangereux pour lui. Sachez qu'il a été remercié par l'UFC et depuis, il est sur un 5-0. Donc tant mieux pour lui, ça peut être cool pour lui hein, de se relancer ailleurs et pourquoi pas de revenir à l'UFC. Je suis pas en train de vous parler de l'ancien champion, je peux me tromper, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant de lui rendre hommage. On a Ryan Hall qu'on n'a pas vu depuis un sacré moment à l'UFC, le roi des clés de jambes, des clés de cheville, des clés de genoux, tout ce que vous voulez. Je vous invite à aller voir ses combats. Il avait mis une magnifique soumission à BJ Penn qu'on aime beaucoup malheureusement. Il a déclaré qu'il était prêt à revenir à l'UFC et qu'il aurait aimé combattre contre Brice Mitchell. Alors Brice Mitchell va déjà prendre Kron Gracie. Il fait un petit pas en arrière. S'il prend Ryan Hall, c'est un autre pas en arrière, mais ce serait cool. Le lutteur contre le grappleur, sachant que Ryan Hall sur le dos c'est très très bon. Debout, il a les mains un peu basses. Hein. Bah, il s'était fait punir par Topuria de toute façon. Les mains un peu basses, le menton un peu haut, un peu une garde de taekwondo. Hein, voilà. Moi, j'aurais Mitchell favori. Maintenant, je pense pas que ce soit dans les plans de Mitchell. Hein. Surtout si Mitchell tape Gracie, il va tout de suite revenir dans les conversations très intéressantes. Top 5, je pense, si je me trompe pas. Ça me semble un peu compliqué pour Ryan Hall. Après, je peux comprendre qu'il a envie de revenir contre un nom, mais ça fait combien de temps? Ça fait des années qu'on ne l'a pas vu. Il a été extrêmement pourri par les blessures. Hein. Sa carrière n'a été que ça. On ne l'a pas assez vu, je trouve. Est-ce qu'on le reverra? J'espère, contre Mitchell. Je n'y crois pas trop. On a Darren Till et Fury qui vont s'affronter. Je vous mets la vidéo de Darren Till. Il n'est pas vraiment dans un état de forme maximal, je trouve. Il a pas encore d'athlète pour l'instant. Après, vous me direz, ça ne veut rien dire. Ils ont fait une conférence de presse et un média day, les deux. Il n'y a pas grand-chose à en retirer. J'ai juste vu passer des choses. Bon, c'était à base de je vais te défoncer. Non, c'est moi, etc. C'est du grand Darren Till. Voilà, j'ai juste relevé que Darren Till a dit de toute façon, si je perds, je te mets un coup de pied dans la tête. Voilà, c'est signé Darren Till. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On a Umar Nurmagomedov dans le combat qui arrive ce week-end entre Petroyan et Davison Figueiredo. Lui, il y va avec Petroyan, il dit déjà parce que c'est un russe, donc je vais être patriote. Et puis surtout, j'aimerais bien que Petroyan sorte Davison Figueiredo de la conversation pour la ceinture. C'est intelligent de sa part. Si Petroyan gagne, je pense qu'il aura encore besoin d'un combat avant d'arriver à la ceinture. Si c'est Figueiredo, c'est vrai que l'UFC pourrait le pousser devant Nurmagomedov. Je trouve quand même que Nurmagomedov mérite plus, surtout depuis qu'il a battu Sandhagen, forcément. C'est un choix plutôt intelligent de la part de Nurmagomedov. On va faire un petit peu d'annonce de combat maintenant, et on commence avec Brendan Allen qui affrontera Anthony Hernandez le 22 février. On n'a pas encore le lieu, sûrement à Seattle, mais c'est pas sûr. C'est une revanche. Hernandez avait déjà battu Allen à la décision au LFA à l'époque, au début de leur carrière. Super combat de grappleur, j'ai vraiment hâte de voir ça. Eddie Alvarez va affronter Jeremy Stephen au Barnacle le 25 janvier. Et puis on a Ryan Garcia en boxe anglaise le 30 janvier, le 30 décembre, pardon, qui va affronter Rukia Hanpo. Donc pour les puristes de boxe anglaise, c'est pour vous. Et puis une rumeur, mais rumeur persistante, Adesanya contre Imavov le 1er février en Arabie Saoudite. Je pense que ce sera le main event. Rien d'officiel, j'enregistre là, il est midi. Peut-être que ça va tomber d'ici 17h. Mais en tout cas, très très bonne nouvelle pour Nassourdine Imavov si c'est vrai. Et puis Jake Paul contre Mike Tyson qui a fait l'histoire avec 108 millions de personnes en live pour regarder.
Forcément, en streaming, c'est un record. Je pourrais pas vous dire ce que ça donne à la télé à l'époque de Tyson quand il y avait des gros combats, mais 108 millions de personnes qui ont regardé. D'ailleurs, Ariel Helwani qui a poussé un coup de gueule. Il dit voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est n'importe quoi, que ça fait beaucoup de mal à la boxe de voir des influenceurs qui montent sur le ring. Il dit mais tous les gens qui disent ça ne regardent pas la boxe à longueur d'année. C'est des gens qui ne regardent jamais, qui regardent seulement pour Jake Paul. Donc au final, Jake Paul fait manger tous les gars de sa carte en dessous de lui, ça fait de l'argent pour tout le monde, ça fait du business. C'est pas forcément faux. Chacun en pensera ce qu'il veut. Et puis on a le patron du Barnacle qui a déclaré qu'il allait annoncer d'ici 3 semaines un tournoi pardon, de Barnacle et le vainqueur va prendre 25 millions de dollars. C'est du jamais vu, 25 millions de dollars pour le vainqueur. J'ai vraiment très hâte de voir ça. Est-ce que ce sera un tournoi sur une soirée en Barnacle? J'y crois pas trop, j'aimerais beaucoup, pour le coup je regarde pas le Barnacle, mais je pense que là je regarderai pour le délire du tournoi. Si c'est un tournoi sur plusieurs semaines, le problème c'est que tu vas perdre les gens. Les gens qui sont pas assidus vont pas forcément regarder. Après tu me diras, la finale, t'as juste à mettre une affiche 25 millions de dollars, il y aura la tête de Conor McGregor dessus forcément, maintenant qu'il fait partie de la société. Je pense que ça peut être vendeur quand même. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aimez l'émission. Tout de suite on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Minute auditeur que je commence avec Aikai Suna qui me dit Oliveira, quel goat, l'arbitre devrait être viré car il n'a rien dit pour une dizaine de coups derrière la tête. C'est n'importe quoi. PS, à mon avis, Francis Ngannou laisse Jones pour mort au deuxième round. Bon bah écoute, je te disais que moi, j'en sais rien si Ngannou bat Jones. En réalité, depuis le combat de ce week-end, j'ai vraiment envie de voir ce combat. Je pense qu'on le verra jamais, hein, je suis honnête, mais c'est un combat qui m'intrigue. Aujourd'hui, je veux quand même voir Jones contre Aspinall. Mais c'est vrai que les trois, là, Aspinall, Jones, Ngannou, ça peut donner de très belles choses. Malheureusement, Ngannou est maintenant au PFL et Jacouille la fripouille qui ajoute un gros blitz de Ngannou à la Rosenstruck et c'est fini pour Jones. Il recule en ligne. C'est plus le Jones de l'époque. C'est vrai que Jones n'est peut-être plus aussi bon qu'il y a quelques années. Maintenant, je demande à voir quand même. Je pense pas que Ngannou irait le lutter. Jones est connu pour avoir une grosse puissance en lutte. Ngannou, je pense qu'il est pas pourri non plus. Ça serait vraiment intéressant. Forcément, Jones a plus de technique en lutte. Là, je pense que personne ne me dira le contraire. Mais c'est un combat qui aurait pu être très intéressant. Ensuite, j'ai Yann Deblaine qui me dit alors franchement, je ne suis le MMA que depuis 2 ans, mais je dois avouer que Bonical m'a énormément déçu. Je le classe en tant que fraude. Des champions sont bien allés à la décision, mais avec panache, en combattant réellement avec toutes les armes à leur disposition. Pas de souci pour vouloir striker comme Gedji ou Poirier, qui viennent plus ou moins de la lutte, surtout Gedji. Mais encore faut-il savoir le faire. Aucune combinaison, il balance le bras arrière sans rien construire avant. On aurait dit un combat de la série de la cage où les jabs et les constructions n'existent pas. Autrement, j'ai beaucoup apprécié le main et le co-main event. Et après, il y a TNSN qui te disait faut pas oublier qu'il a que très peu de combats, soyons patients, j'adore Beau, j'ai été déçu, mais avec du recul, je comprends le combat. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Bonical, ok, il est resté debout, moi je suis d'accord, je pense qu'il se cherche encore, il se teste encore. Clairement, la prestation qui sort là, tu la sors contre des mecs classés, à mon avis, tu passes pas. Maintenant, je comprends, il veut faire peser la menace du takedown et envoyer son gros overhand. Il semblerait qu'il n'ait pas une grosse puissance non plus, comme certains lutteurs, hein, qui eux, pour le coup, sont très puissants avec leur overhand derrière. Maintenant, voilà, je le laisse se construire, mais c'est sûr que ce genre de performance, tu pourras pas le faire à l'infini. Ensuite, toujours Akai Suna qui me dit pour info, Drake est sponsorisé par Stack ou Stake. Stake lui donne de l'argent pour parier, pour faire leur promo, c'est très malsain. Donc oui, parce que je parlais des paris de Drake, et toi ce que tu me dis, c'est qu'en gros, on lui donne de l'argent pour qu'il parie, et puis ça fait un gros coup de pub. De toute façon, les paris sportifs, c'est vraiment, c'est peut-être très malsain, mais en ce moment, c'est à la mode, à fond, à fond, à fond, depuis un certain moment, vous me direz. Et puis il y a It's Purizer qui me dit salut, jamais de la vie tonton Dana opposera Pereira à Jones. Ils ne veulent pas tuer leur poule aux œufs d'or en parlant de Pereira, car Jones va le satelliser. Moi je donne l'avantage à Jones, hein, surtout s'il le lutte intelligemment. Je pense que l'UFC et le type d'Abu Dhabi vont mettre 30 millions sur la table et que Jones prendra Aspinall. Après, très déçu par Chandler, il n'a plus rien à faire dans les discussions pour les gros combats. Je disais, moi j'avais été un peu déçu de Chandler. Son côté imprévisible, je te saute dessus, il l'a moins eu. Et bon, bah ok, il a été au bout, il était à la décision, mais il n'a pas gagné quand même. Maintenant, ça reste Chandler. Et Do Bronx m'a vraiment fait plaisir. Par contre, très déçu par Bonical. Il a vraiment du taf avant d'oser espérer Shimaev. Et encore bravo à Miller. Ce mec est une putain de machine. Et merci pour le taf. Et pour finir, je vois bien un Aspinall gagne et le gagnant prendrait Jones. Je suis pas sûr que Aspinall veuille défendre sa ceinture intérim. Mais bon, écoute, je pense moi qu'il fera ce que l'UFC lui demande de faire. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement à 17 h pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.